Boris Chaumette est psychiatre et chercheur à l'Institut de psychiatrie et neurosciences de Paris. Et sur le petit carton qui m'a été remis quant au programme de cet après-midi, il est précisé que vous devez parler maintenant de l'influence des facteurs génétiques et environnementaux sur la parentalité et dans les troubles bipolaires. Alors, nous vous écoutons avec attention, Monsieur Chaumette. Alors, je vais vous parler à peu près 80% de génétique et 20% d'environnement, parce que c'est à peu près ça le poids de la génétique et de l'environnement. Donc, je vais expliciter un peu les choses. Nous aussi, on a fait notre petite enquête. Ça, c'est un travail qu'a fait Mélédon de Sansen, qui était interne maintenant, qui a une thèse et qui est pédopsychiatre à Necker. On a fait une petite enquête ensemble en ligne pour des psychiatres. Donc, c'est plutôt des jeunes qui ont répondu. Ça ne vous étonnera pas parce que c'est ceux qui manient le plus Internet. On leur avait demandé, vous, psychiatre, combien de fois vous êtes interrogé par des patients sur la question de transmission de troubles psychiatriques? Vous voyez qu'en fait, la quasi-totalité des psychiatres, à part 6% qui disent, moi, je ne suis jamais interrogé par ça, la quasi-totalité des psychiatres, ils ont ces questions-là en consultation. Donc, c'est sûr que c'est une question. Après. On avait posé une deuxième question, ça va vous intéresser, parce que dans l'enquête que vous avez faite, vous disiez les psychiatres ne sont pas toujours à la page, ils ne sont pas toujours modernes, etc. Mais vous voyez qu'en fait, il y avait une très grande majorité de ces jeunes collègues qui étaient prêts à prescrire des tests génétiques. La question d'après, c'était est-ce que vous vous sentez à l'aise et tout. Ils répondaient non, on n'est pas assez formé, on ne sait pas faire, etc. Mais ils avaient envie, ils étaient prêts, en tout cas, à avoir des tests génétiques où ils avaient déjà été confrontés à des patients qui avaient eu des tests. Donc quand même, ils suivent l'avancée de la science, les collègues psychiatres. C'est un peu rassurant quand même. Ça, c'est le poids de la génétique dans les différents troubles psychiatriques. Vous voyez en tête syndrome de Gilles de la Tourette, schizophrénie, autisme, hyperactivité. Vous voyez que le trouble bipolaire n'est pas loin. Hein. Le trouble bipolaire, c'est BPD là, sur le graphique. Entre 60 et 80% d'irritabilité. Bipolar disorder. Bipolar disorder. C'est en anglais, désolé. BPD, c'est le bleu. Bleu foncé. Vous voyez que c'est entre 60 et 80% à peu près. Donc, c'est des maladies qui ont un gros poids de la génétique. Toutes les maladies psychiatriques. Ça va probablement être la diapo. Non, celle juste avant. Pardon. Celle-là, c'est probablement celle qui va le plus vous intéresser. Alors, ce n'est pas exactement sur le trouble bipolaire, parce qu'on n'a pas les statistiques complètes. Le trouble bipolaire, il est un petit peu moins connu en exploration pour la génétique que les autres troubles, notamment la schizophrénie, mais c'est des chiffres qui sont assez proches entre schizophrénie et trouble bipolaire. Donc, vous voyez qu'en gros, plus on est proche génétiquement de quelqu'un qui a un trouble bipolaire, plus le risque pour soi d'avoir un trouble bipolaire il est important. Si vous prenez deux vrais jumeaux, les vrais jumeaux, ils ont 100% de l'ADN en commun. Si l'un a un trouble bipolaire, l'autre, il a un risque sur deux d'avoir un trouble bipolaire. C'est énorme. Mais c'est qu'un sur deux. Ça veut dire que l'environnement fait quelque chose. Mais la génétique, elle augmente par 30, 40, 50 fois le risque de développer un trouble bipolaire quand on est un vrai jumeau de quelqu'un. Vous voyez que quand on est un frère, une sœur, on a un risque autour de, on va dire, 10-15% à peu près. Donc ça va, on partage pourtant 25% de son ADN, 25% de son ADN avec son frère ou sa sœur. Pareil avec ses parents, on a à peu près 50% de l'ADN qui est partagé. Pardon, entre le frère et la sœur, désolé, je suis pas tué. Entre le frère et la sœur, c'est 50%. Entre les parents et l'enfant, c'est 50%. Et le risque, il est à peu près autour de 10-15%. Donc vous voyez que ce n'est pas automatiquement le reflet de l'ADN. Mais quand même, il y a un sur-risque qui est archi connu. Et c'est ce que vous dites très bien dans les études. C'est que mon père était bipolaire, mon frère était bipolaire, moi aussi, etc. On le voit, ce poids-là, dans les études en population. Et puis après, on commence à diminuer. Quand vous avez 25% de l'ADN qui est partagé, vous commencez à tomber à 4-5%. Tout à l'heure, vous posiez la question des petits-enfants. Vous avez les grands-parents qui sont à Argos, les enfants qui, pourquoi pas, sont à Argos, et maintenant vous avez les petits-enfants. Et les petits-enfants, vous voyez qu'on est à 4-5% de risque. Ça paraît pas mal, mais ce n'est pas non plus énorme. Il y a quand même de grandes chances que les petits-enfants, ils n'aient pas forcément de troubles. Alors, quand on parle de génétique, de quoi on parle? Vous avez des cellules. Moi, je prends l'exemple des Lego avec les enfants ou les ados. Je leur dis, votre corps, c'est comme un Lego géant. Vous avez des petites briques. Et à l'intérieur de chacune des briques, vous avez de l'ADN. L'ADN, c'est quoi? On le représente par ces espèces de X, là, les chromosomes. Et donc, le chromosome, il est formé d'ADN. Et quand on va aller regarder l'ADN, c'est une double hélice, comme imaginez un escalier en colimaçon. Sur la diapo d'après. Je vous montre. Donc, il y a l'ADN, c'est des successions de lettres. Donc, l'escalier en collimation, à chacune des marches, vous avez une lettre. Ça forme un code. Il y a 4 lettres possibles. A, T, C et G.
je crois que je vous ai mis par couleur. Quand vous avez un A, jaune ici, en face, vous avez toujours un T sur l'autre marche de l'escalier. D'accord? Et puis, vous avez en dessous cytosine, c'est en bleu, la lettre C. En face, vous avez toujours un G. D'accord? C'est comme ça que ça marche. On apparie des choses, le bleu avec le vert, le rouge avec le jaune. Bon, c'est pas évidemment pas coloré, mais c'est pour vous illustrer. Et c'est ces 4 lettres, l'enchaînement de ces 4 lettres, qui forment un code. Il y a plusieurs milliards de lettres. Donc c'est énorme, et c'est pour ça qu'on est tous plus ou moins différents. On a tous des particularités, y compris même on n'est pas le reflet parfait de ses parents, il y a des petites variations, etc. On sait bien lire à peu près 2% de ces lettres. C'est ce qui constitue les gènes. Et encore, les gènes, on ne les connaît pas tous. Mais on sait qu'il y a à peu près 2% de ces lettres qui forment des gènes, et il y a 20 000 gènes à peu près chez l'homme. Donc vous voyez un peu, on est en train de chercher des choses dans une aiguille, dans une botte de foin, par rapport à ce qu'on connaît. Mais il y a quand même des choses qu'on peut déjà faire dès maintenant. Alors, dans la génétique, on raisonne avec 2 grandes choses. La première, c'est est-ce que la particularité génétique que je vois chez cet individu-là, je l'ai déjà vue chez d'autres personnes, oui ou non? Et est-ce que cette particularité génétique, elle est associée ou pas aux troubles qui m'intéressent? Donc vous voyez qu'il y a 2 ronds. Il y a un rond qui est des variants qui sont très très fréquents. Il y a 10, 15, 20, 30, 40% des gens qui portent cette particularité-là. Ce n'est pas une anomalie, hein, c'est juste une petite variation de la normale. Et puis le risque, quand on porte ça, il est un tout petit peu augmenté. C'est-à-dire qu'au lieu d'être un risque à 1, ça veut dire un risque à 1, c'est-à-dire que je n'ai pas de risque, hein, ça multiplie par 1 le risque, donc ça veut dire que je n'ai pas de risque. Bah, je multiplie par 1,1 ou 1,2 maximum. Donc ça joue quasiment rien dans le risque. Très fréquent dans la population, toute petite augmentation du risque. Et à l'inverse, vous avez des variants qui sont très très rares. Il y a peut-être 2, 3, 4 personnes en France qui portent ça. Par contre, là, ça augmente très très fortement le risque. On va aller regarder d'abord les variants qui sont très fréquents dans la population. Pourquoi? Parce que les gens se sont dit, bah, le trouble bipolaire, c'est fréquent, 2 à 3% des gens, donc on va aller regarder du côté de ces variants qui sont fréquents. A priori, peut-être là qu'on va trouver quelque chose. Donc, on a fait ça dans toutes les maladies et on a trouvé plein de gènes dans lesquels il y a ces variants fréquents. Ces gènes, il y en a certains qui sont communs avec la schizophrénie, avec la dépression, avec l'autisme. C'est pour ça que vous avez des fois dans des familles quelqu'un qui a un trouble bipolaire, quelqu'un qui a une schizophrénie, et puis quelqu'un d'autre qui a de l'autisme, par exemple. Parce qu'il y a des facteurs communs entre ces maladies. Donc ça, pour rien que ça se met dans la même famille. Il n'y a pas toujours que des familles purement bipolaires. Il y a des familles, ça peut être un peu variable. Puis il y a des gens qui vont faire que des dépressions, par exemple. C'est un autre phénotype, c'est-à-dire que ce n'est pas exactement la même expression, mais c'est peut-être quelque chose qui est similaire sur le plan biologique. Alors ces variants fréquents, ils sont définis par étant plus que 1% de la population. C'est quoi? Donc je vous ai dit, il y a ces lettres-là, TT, ATCG, etc. Vous voyez là, sur l'exemple, TTG, puis il y a des gens qui ont TTT à cet endroit-là. Ça peut être 5, 10, 20% de la population qui a ce changement de lettre. Comment on fait pour faire ces études-là? On prend des cas, donc des gens avec un trouble bipolaire, et on compare à des gens qui n'ont pas de trouble bipolaire et qui n'ont pas non plus d'autres maladies psychiatriques. Et donc vous voyez ici que chez les cas, il y a un peu plus souvent la lettre C que la lettre T. Et donc on dit, bah, la lettre C, à cet endroit-là précis, cette lettre-là, à cet endroit-là précis, elle est associée statistiquement au fait d'avoir un trouble bipolaire. Et donc on calcule cette statistique-là, et on dit, bah, ça augmente un tout petit peu le risque. On calcule ce qu'on appelle un odds ratio, peu importe ce qu'on a mis comme OR, mais on dit, ça on calcule, et généralement, ça augmente un tout petit peu, très faiblement le risque, mais c'est quand même présent chez plus souvent les cas que les contrôles. Ça, c'est un papier qui est sorti en janvier 2025, très récent. Et en fait, je vous le montre, il n'est pas très lisible comme ça. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle un Manhattan plot. Donc en fait, c'est fait comme les gratte-ciel de New York. En fait, sur la ligne en bas, c'est les chromosomes. Vous avez 1, 2, 3, etc. Chromosomes jusqu'au numéro 22. On n'a pas mis les chromosomes X et Y parce que c'est ceux qui différencient les hommes et les femmes. On a du mal statistiquement à les représenter dans ce type d'études. Mais en tout cas, on a fait tous les autres chromosomes. Chaque fois que vous avez un pic qui est au-dessus de la ligne en pointillé, là, ça veut dire que vous avez un gène pour lequel il y a une association avec le trouble bipolaire. Il y en a beaucoup, hein, il y en a plusieurs dizaines. Il y en a, je crois que dans l'étude, c'est quasiment 200 à la fin. Donc il y a plein de gènes qui sont associés au trouble bipolaire. Donc si on vous dit qu'il n'y a pas de gène de trouble bipolaire, si, il y a plein de gènes. Mais chacun, il augmente un tout petit peu le risque. Ce n'est pas parce qu'on a une polymorphisme à cet endroit-là, parce qu'on a un variant qui est fréquent à cet endroit-là, qu'on va devenir bipolaire.
mais quand même, il est associé statistiquement au trouble. Alors comme ça, on ne peut pas en faire grand-chose, puisque si moi je porte ce variant-là et que je n'ai pas de bipolarité, ça me donne un tout petit peu de risque d'avoir une bipolarité, mais peut-être que je n'aurai pas de bipolarité. Donc les gens ont fait des calculs par ce qu'on appelle des scores polygéniques. Vous voyez le tableau, on prend le premier variant. Classiquement, les gens ont un A. Ceux qui ont un trouble bipolaire ont plus souvent un G. C'est associé à un risque, une p-valeur inférieure à 0,5. Bon, peu importe, c'est pas très intéressant à retenir comme information. Mais ce qui est intéressant, c'est la méthode qu'on a de calcul. On prend le premier variant, on regarde si la personne l'a, on multiplie par le risque, hop, et après on passe au deuxième et on additionne. Hop, deuxième variant, troisième variant, etc. Et on fait ça pour des milliers, des centaines de milliers de variants. Et à la fin, ça nous donne un score. Le score pour une personne, en disant voilà, ça c'est votre score polygénique. En additionnant tous vos risques un par un, ça vous donne un score. Okay. Voilà le type de choses qu'on arrive. Vous voyez que ça forme souvent en médecine. Alors non, peut-être pas passer tout de suite. Non, ça va donner une indication parce que je vais faire un petit test en direct. La dame qui est en orange, là, vous voyez sur le graphe, elle, sur son score, elle est très élevée. Vous voyez, ça fait une courbe en forme de chapeau. Si on est très à gauche pour vous, ça veut dire qu'on n'est pas du tout à risque génétique. Si on est très à droite, ça veut dire que notre risque génétique, notre score de risque polygénique, il est très très élevé. Donc elle est plutôt à droite. Vous pensez qu'elle est bipolaire ou pas? Pas forcément, j'ai entendu oui. Pas forcément. Plutôt oui. OK. Donc on va passer à la diapo juste après, alors du coup. Et maintenant, si je vous dis, voilà, ça c'est les cas et les contrôles. Les contrôles, ils sont en gris et les cas, ils sont en orange. La dame, vous voyez qu'elle est où là? On ne peut pas savoir en fait. Donc on a passé des années et des années et des années à trouver des petits marqueurs. Comment un tout petit peu le risque? On a fait des scores super compliqués pour à la fin arriver à un truc comme ça. Où en fait, pour une autre personne, je ne peux rien prédire. D'accord? Donc vous avez compris, le truc essentiel, ça marche. Effectivement, vous voyez qu'entre les deux courbes, c'est un petit peu différent, mais pour une personne, je ne peux rien faire. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens qui ont dit, génial, on va vendre ce test-là à la population. Vous allez payer, monsieur, dame, à peu près 100 dollars. Vous allez envoyer votre ADN aux États-Unis. Alors, c'est illégal en France, donc ne le faites pas, mais il y en a qui l'ont fait. Donc, envoie votre ADN salivaire aux États-Unis. Ils vous donnent vos résultats. Et puis, à vous de calculer vos scores chez vous dans votre salon. Donc, sur les diapos d'après, vous allez voir. Ça, c'est un des sites qui propose ça. Donc, vous avez payé, vous avez vos données et vous rentrez les choses. Donc, là, par exemple, vous regardez votre risque pour ce qu'on appelle l'anévrisme de l'aorte abdominale, votre aorte qui se dilate et qui peut des fois exploser au niveau abdominal. Bon, c'est terrible, mais il y a des scores qui sont vendus pour ça. Et puis, vous avez plein de scores. Donc, vous avez un menu déroulant. Donc, vous voyez, là, ça commence, anévrisme de l'aorte abdominale. Ça commence par des A. Donc, les gens regardent ça en premier, évidemment. Et si vous regardez la diapo d'après, le nombre de gens qui ont essayé, alors je n'ai pas les chiffres après 2019, mais vous voyez le nombre de gens, ça augmentait aux États-Unis, le nombre de gens qui payaient pour avoir ces tests-là chez eux. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'au début, les gens, comme c'est un menu déroulant, ils regardent des choses qui commencent par A, donc ils regardent anévrisme de l'aorte abdominale, risque pour la maladie d'Alzheimer, risque pour l'anxiété, risque pour l'alcool, risque pour l'acné. Je dis, bon, on en a marre, quoi. Donc on va aller un peu plus loin dans le menu déroulant. Et là, c'est le vrai reflet de ce que les gens cherchent. Et regardez ce qu'ils cherchent: obésité, schizophrénie, diabète, Alzheimer, dépression, trouble bipolaire. C'est-à-dire que les gens, en gros, ce qui les intéresse quand ils font un score comme ça, c'est leur risque cardiovasculaire et leur risque de maladie psychiatrique. Mais c'est un faux calcul. On a passé plein de temps, il y a plein de papiers là-dessus. C'est très intéressant, ça permet plein de choses. Les scores polygéniques, il ne faut pas du tout cracher dessus. Peut-être même ça va ouvrir la voie vers des nouvelles pistes de traitement. Donc il y a plein de choses à faire. Mais pas du calcul de score comme ça. Or, ça n'empêche pas le marché, les entreprises privées, comme 23andMe, de vendre ces tests. Et je vous parle de ça parce que 23andMe vient de faire faillite. Et qu'est-ce que 23andMe va faire des données génétiques envoyées aux États-Unis? Personne ne sait. On ne sait pas. Pour l'instant, personne ne sait. Donc, s'il y en a d'entre vous qui ont fait ce type de test, contactez immédiatement 23andMe pour supprimer vos données qui sont en ligne. La CNIL a fait un document là-dessus en France pour dire c'est illégal. Donc, normalement, personne ne l'a fait en France, mais il y a quand même des gens qui l'ont fait sur Internet, etc., etc. Et faites très attention parce que vous avez en fait payé pour avoir un test, mais eux, ils ont gardé vos données. Donc, méfiez-vous de ce genre de choses.
Il y a même eu des recommandations de la Société internationale de psychiatrie génétique pour dire qu'il ne faut pas utiliser ce type de test pour dépister les gens à risque, pour étudier les transmissions, etc. Il ne faut surtout pas faire ça. Aux États-Unis, il y a des gens un peu fous qui même trient les embryons à partir de ce type de score. Vous voyez un peu le truc. Donc, faites très attention à ce type de choses. Ça ressemble à de la science. C'est peut-être très intéressant pour la recherche, mais ce n'est pas des choses qui sont faisables en pratique clinique. Donc, méfiez-vous de ce qui ressemble à la science et qui n'est pas bonne. Bon, alors par contre, il y a des choses très intéressantes de l'autre côté. On va aller regarder les variants rares. Variants rares, par définition, il y a très peu de personnes qui les ont. Mais quand on les a, ça augmente énormément le risque. Et ça, on peut en faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un consortium international. Parce que comme c'est rare, il faut beaucoup, beaucoup de patients. Donc, on a fait des recherches avec des gens, des dizaines de milliers de personnes maintenant qui viennent de centaines de pays, avec des milliers de chercheurs qui sont derrière. Il y a un consortium qui s'appelle BIPEX. Je trouve ça marrant. C'est Bipolar Exome. Donc, ça fait BIPEX, c'est marrant comme nom. Mais ce consortium-là, il est intéressant parce qu'il a trouvé des premiers gènes qui sont associés avec des variants rares. Alors, je suis désolé, la qualité est très moche. Pourquoi? Parce que jusqu'en octobre, il y avait un seul gène qui était ACAP11. Et depuis octobre, on a tellement avancé que vous avez quasiment une trentaine de gènes aujourd'hui qui sont associés avec des variants rares. Il y a des gènes qu'on se doutait déjà qu'ils allaient être importants. Par exemple, SHANK1. On ne connaît pas très bien SHANK1, mais on connaît SHANK3. SHANK3, c'est associé à l'autisme. Donc là, c'est le petit frère en gros, en termes de gènes, c'est le petit frère, SHANK1. Et lui, il est associé plutôt aux troubles bipolaires. Vous avez des gènes comme ATP2B2. Alors, ça ne va rien vous dire, mais nous, c'est une maladie qu'on connaît parce que c'est une maladie qui donne des problèmes dermatologiques et des problèmes de troubles bipolaires. Donc, on le savait déjà, en fait. Donc, du coup, on retrouve des gènes qu'on connaissait un peu, mais là, on les associe vraiment avec le trouble bipolaire. Donc, si quelqu'un porte une mutation dans ce gène-là, ça ne veut pas dire qu'il est forcément bipolaire, mais quand même, il a un risque qui est très, très augmenté. Alors, comment on attrape ces gènes avec ces variants rares? Là, il faut aller lire toutes les lettres. Donc, en fait, toutes les 6 milliards de lettres, il faut aller les lire une par une. Ça paraît fastidieux comme ça, mais en fait, c'est extrêmement simple d'un point de vue technique. C'est une prise de sang pour le patient. On extrait l'ADN à partir des globules blancs et on met l'ADN dans une machine qui va séquencer, c'est-à-dire qui va fabriquer un brin d'ADN en face. Tout à l'heure, je vous ai dit, en face d'un A, il y a toujours un T. En face d'un C, il y a toujours un G. Donc la machine, c'est ce qu'elle fait. Elle produit l'ADN en face, hop, et à chaque fois qu'elle incorpore une lettre, la lettre, elle a une petite couleur, et ça allume une image sur l'écran, et la machine, elle lit ça. Donc en fait, aujourd'hui, on sait le faire. En 24 heures, vous avez séquencé un génome complet. Avant 2005, le premier séquençage de génome humain, c'était des années de travail, des milliards de dollars, des équipes de chercheurs dans le monde entier qui s'y mettaient. Aujourd'hui, en 24 heures, vous avez un résultat de séquençage. Le problème, il n'est pas de séquencer. Le problème, il est d'aller chercher l'aiguille dans la botte de foin, donc d'aller faire de l'informatique derrière pour aller comprendre où est la variation, est-ce qu'elle a un lien avec la maladie, etc. On commence à découvrir ça, très très fait dans l'autisme, de plus en plus fait dans la schizophrénie, et ça commence très légèrement dans le trouble bipolaire, je vais vous montrer. En fait, on a commencé, alors désolé, la diapo n'est pas très belle, mais en fait, on a la chance unique dans le monde aujourd'hui, en France, d'avoir l'accès au séquençage d'ADN en pratique clinique. Ça fait un très beau papier dans le Lancet. On a plusieurs milliers d'auteurs qui ont participé dans toute la France. En fait, les gens ont dit, il y a des maladies rares, on le sait, derrière, il y a des cancers rares, il y a des maladies ovariennes rares, il y a des maladies endocriniennes, il y a des maladies cardiovasculaires rares, etc. Donc, il faut absolument qu'on ait accès au séquençage pour trouver ces maladies rares. Et vous voyez que ça marche bien, il y a plusieurs milliers de patients qui bénéficient de chaque année, et il y a à peu près 30% des gens pour qui on arrive à un diagnostic génétique sur un cancer rare ou sur une maladie cardiaque, etc. rare. Et jusqu'à présent, les maladies psychiatriques étaient un peu mises de côté. Ce qui était possible, juste sur l'animation d'après, ce qui était possible, c'était le trouble du neurodéveloppement, les troubles du spectre de l'autisme. Il y a à peu près 1200 patients dont le dossier a été accepté en France. Et vous voyez qu'on a à peu près rendu la moitié des résultats, puis ça continue, maintenant ça augmente bien, etc. La schizophrénie, on a commencé il y a 3-4 ans à peu près, et on a à peu près 200 dossiers de patients qui ont été acceptés. Puis ça continue à monter. En année, on en a fait plein dans l'équipe, mais il y en a de plus en plus. Et le trouble bipolaire, c'est possible depuis à peine un an. Et on commence tout doucement. C'est pour ça que je vous dis ça, parce que ça, c'est des choses qui sont faisables, gratuites pour le patient, avec des résultats robustes, qui sont rendus aux patients directement. Ce n'est pas purement de la recherche. On peut faire de la recherche avec, mais l'idée, c'est que ça vous serve aussi pour les soins. Alors,
les résultats dans la schizophrénie, je n'ai pas dans le trouble bipolaire. Les résultats dans la schizophrénie, sur à peu près les 40 premiers dossiers, c'est qu'il y a un tiers des cas où on trouve une anomalie génétique qui explique les choses. On dit c'est une mutation dans tel gène, donc c'est pour ça que la personne a développé une schizophrénie, et il y en a d'autres comme lui, et on peut le mettre en lien avec des associations spécialisées dans les maladies rares, etc. Il y a un tiers, on ne trouve rien. On n'a aucune explication. Puis il y a un tiers de gens en orange, là, on dit oh, peut-être trouver un truc, mais on n'est pas sûr, il faut attendre le résultat de la recherche, etc. Donc vous voyez, dans la schizophrénie, c'est en train de changer beaucoup les choses. Juste après, vous voyez qu'au début, on avait deux centres, Lyon et Paris, qui faisaient ces prescriptions de séquençage de génome. Et maintenant, on a tous ces centres-là, au nord, au sud de la France. La France est un petit peu coupée en deux, vous voyez, une sorte de ligne de démarcation. Ça rappellera des mauvais souvenirs. Mais en fait, il y a deux plateformes en France, une à Lyon, une à Paris, donc on se partage le territoire. Donc si vous êtes dans le sud de la France, vous dépendrez de la plateforme de Lyon. Si vous êtes à Paris, ce sera fait du côté de la rue Didot. Donc maintenant, ça quadrille bien le territoire et il y a des référents partout qui peuvent proposer ce type de test. C'est quoi les critères pour y accéder? Parce que si je faisais pour tous les patients qui avaient une schizophrénie ou tous les patients qui avaient un trouble bipolaire, je pense qu'on viendrait me taper dessus en me disant coûtez beaucoup trop cher, docteur Chaumette. Donc on est obligé de mettre des critères, mais qui sont assez larges. Vous voyez que on a mis par exemple un âge de début précoce. Vous savez qu'il y a des troubles bipolaires qui commencent très tôt. Parfois à 12, 13 ans, il y a déjà des signes de troubles bipolaires. Ces patients-là, on pense qu'il y a plus de chances d'attraper une anomalie génétique. La résistance au traitement, des effets indésirables des médicaments. Les gens à qui vous mettez 1 mg de risperidone pour contrôler le trouble, et en fait, ils sont complètement bloqués comme ça. Ça, c'est quelque chose qui laisse penser qu'il y a autre chose que juste une maladie psychiatrique en dessous. Un trouble du neurodéveloppement. Pourquoi? Parce que si quelqu'un a déjà un trouble du spectre de l'autisme ou des difficultés d'apprentissage, il y a eu des problèmes de rééducation orthophonique, etc., on se connaît les gènes qui donnent ce genre de choses. Donc, il faut aller les chercher, même si ça a évolué vers un trouble bipolaire. Surtout si ça a évolué vers un trouble bipolaire. Donc, quand il y a une histoire d'une trouble du neurodéveloppement, on peut aller faire de la génétique. À l'inverse, désolé des termes un peu, mais c'est qu'on appelle les troubles cognitifs ou moteurs en faveur d'une origine un peu neurologique. Imaginez quelqu'un qui démarre avec une maladie bipolaire à 50, qui n'a jamais eu aucun symptôme avant. Parce qu'il y a plein de gens où on fait le diagnostic à 50 ans. Ça, c'est juste qu'on l'a raté pendant 10 ans, 20 ans. Les gens qui n'ont jamais eu de symptômes et qui démarrent une maladie à 50 ans et qui, en plus, ont une maladie de Parkinson, ont des pertes de mémoire importantes, etc., ça justifie de faire un séquençage pour essayer d'attraper des maladies neurologiques éventuellement qu'on connaît. Des anomalies autres, si vous avez des anomalies au niveau de la face, par exemple, des problèmes au niveau de la bouche, des fentes du palais, des choses comme ça, ou alors une succession de plein de maladies, quelqu'un qui a de l'épilepsie, un trouble bipolaire, un problème cardiaque, une scoliose, bah, soit elle a 4 fois pas de chance, soit il y a une chose, une mutation quelque part sur un gène qui explique tout. Il faut raisonner de manière un peu simple en médecine. C'est quand même plus probable qu'il y ait une seule cause à toutes ces choses-là. Antécédents familiaux de troubles psychiatriques, vous allez me dire, oui, mais ça fait beaucoup de monde, oui, c'est vrai. Et à l'inverse, ce n'est pas tellement dans ces familles-là qu'on arrive bien à trouver, même s'il faut évidemment faire de la génétique, mais c'est plutôt quand personne n'a été malade, et puis qu'il y a quelqu'un tout seul, il est malade dans son coin. Ça, c'est peut-être parce que, en fait, quand les parents recopient l'ADN pour le donner aux enfants, des fois, il y a des erreurs de recopiage. Et ça, on sait très très bien les chercher. Donc, quand il n'y a personne qui est malade dans la famille et qu'il y a une personne isolée qui est malade, il faut aussi aller faire de la génétique. Et puis, quand il y a des présentations atypiques du trouble, on sait qu'avoir des hallucinations visuelles en psychiatrie, c'est un peu anormal. Avoir une confusion, des gens qui sont perdus complètement, alors pas au moment où il y a la psychose ou des symptômes très très prononcés, mais des gens qui s'affusent si on est le jour, la nuit, ce genre de choses, ça c'est problématique. On voit ce qu'on appelle la catatonie, c'est des moments de prostration où les gens vont être très raides aussi parfois, vont plus parler, plus manger pendant quelques jours. Ça doit faire chercher une origine génétique. Alors je vous prends un exemple, un vrai exemple, hein, quelqu'un qui est à Sainte-Anne. J'ai changé un tout petit peu pour pas que, si jamais elle est dans la salle, elle se reconnaisse, mais personne qui a 72 ans. Donc là, vous oubliez les parents, ils sont décédés, donc elle est toute seule en consultation. Elle n'a jamais eu d'antécédents vraiment dans sa vie, elle travaillait, ça se passait bien. Et à 58 ans, elle commence des troubles. 58 ans, c'est tard. C'est-à-dire qu'elle soit diagnostiquée à 58 ans, malheureusement, ça arrive, des fois avec un retard diagnostique, mais là, ce n'est pas du tout ça. Elle n'a jamais eu de troubles du tout. 58 ans, ça démarre. Et puis, il y a des moments où elle est complètement perdue. Elle ne sait plus le jour, la nuit, elle ne sait plus comment elle s'appelle, elle ne sait plus qui est le président de la République. Et puis, 2 jours après, ça va, elle a retrouvé toute sa mémoire, elle arrive à se concentrer, etc. Elle a fait plusieurs tentatives de suicide. Et
Donc elle a fait sortie du Sud à partir de l'âge un peu de 55 ans, enfin pas dans l'enfance, hein. Et au niveau du traitement, elle est traitée par lithium et ça ne marche pas du tout. Vous voyez qu'elle a déjà plusieurs critères, hein. Ça commence tard, il y a des signes un peu qui laissent penser qu'il y a quelque chose de neurologique, elle résiste au traitement, on la traite par antipsychotique. Et elle va voir un neurologue parce que c'est pas très clair. En fait, le neurologue dit mais ça ressemble à aucune catégorie de maladie neurologique. Par contre, il y a des mouvements de la bouche. On appelle ça le rabbit syndrome. Ça fait un peu comme un lapin. Je suis désolé du terme, mais en fait, les gens, comme s'ils mâchonnaient comme ça, hein. Donc les gens disent bah, c'est pas grave, c'est normal. Elle a eu des antipsychotiques. Les antipsychotiques, ça donne des mouvements anormaux. Mais il y a plein de gens qui ont des antipsychotiques et ça donne pas ça. Et puis surtout, elle en a eu très peu puisque ça n'a pas démarré il y a si longtemps son trouble bipolaire. Donc c'est un peu atypique. Donc on fait un séquençage, on fait une IRM, on fait une ponction lombaire parce que même le neurologue se pose des questions. Et donc, sur le séquençage de l'ADN, on trouve, juste après, voilà, un variant dans un gène. Le nom du gène, notamment, moi je ne connaissais même pas le gène avant, il s'appelle TMEM151A. C'est un gène qui est connu par certains neurologues. Pourquoi? Parce qu'il donne des mouvements anormaux. Et on pense qu'il y a des troubles un peu particuliers avec ce gène, mais qu'on ne connaît pas bien, parce qu'on ne connaît pas encore tous les cas. Mais en tout cas, il peut donner des mouvements comme ça anormaux, notamment quand les gens font des mouvements, il y a des sortes de mouvements un peu anormaux. Il se trouve qu'il y a un traitement qui s'appelle la carbamazépine pour ces anomalies du mouvement. La carbamazépine, qu'on appelle aussi le Tegretol en nom commercial, c'est une molécule qui est un stabilisateur d'humeur. Donc cette patiente-là, on n'aurait pas eu l'idée forcément de lui mettre du Tegretol, mais c'est comme ça qu'elle a fini la consultation. Je lui dis en fait, madame, on a peut-être une piste pour vous traiter. Je n'ai pas encore les résultats, je vous dirai si un jour j'arrive à la revoir. Mais en tout cas, on a conseillé de mettre du Tegretol. Parce que ça va faire un 2 en 1. Peut-être ça va réduire ses mouvements normaux, et en plus, ça va stabiliser son humeur. Donc ça, c'est un beau cas. On n'a pas toujours des histoires comme ça. La plupart du temps, on ne trouve pas, mais il y a des cas où on peut trouver. En résumé, à quoi ça sert de faire de la génétique? Changer les représentations. Vous êtes là dans l'association, vous avez plein d'informations, vous avez probablement peut-être plusieurs à avoir fait de la psychoéducation, mais on n'imagine pas les représentations des gens. J'ai une maman qui est venue me voir l'autre jour et qui me dit, vous savez, docteur, je suis là, mes filles elles m'ont demandé de venir pour le petit frère qui a un trouble du neurodéveloppement, mais cherchez pas, docteur, c'est de ma faute. Je dis, mais non, madame, c'est pas de votre faute, comment ça? Mais si, docteur, je l'ai fait tomber quand il avait 6 mois de la table à langer. Je dis, bah non, l'IRM est normal, il n'y a pas de lésion cérébrale, c'est probablement pas ça. Euh, En fait, cet enfant, il avait une mutation génétique. Et la maman, ça faisait 20 ans qu'elle s'accusait de ça. Imaginez? Incroyable, hein? Elle en pleurait. Elle ne savait même plus dans quel état elle était. J'étais même gêné de la laisser repartir comme ça. Heureusement, il y avait ses filles avec elle, mais 20 ans qu'elle s'accusait de ça. Le poids de la culpabilité. Il faut absolument qu'on replace la biologie au cœur de la psychiatrie. Permettre le conseil génétique, c'est ce que vous avez exprimé dans le questionnaire. Une maman qui est malade, un garçon qui est malade, la sœur et le frère là, du garçon, ils peuvent se demander, eux, quel est le risque pour eux d'avoir un trouble bipolaire. Peut-être que demain, ils veulent des enfants. Si je ne sais pas ce qu'il y a dans la famille sur le plan génétique, je ne peux rien dire, à part donner des statistiques comme je le donnais au début, dire méfiez-vous, ça traîne dans la famille, s'il y a des symptômes, venez vite consulter, tenez-vous éloigné des drogues parce qu'on sait que ça ne fait pas bon ménage, avec le risque de trouble bipolaire. Mais si j'ai une variation génétique qui est trouvée dans la famille, je peux vraiment renseigner les gens. Prévenir les comorbidités. On parle de prendre le patient en charge dans sa globalité. Bah, faisons-le. Quand on a une anomalie génétique, des fois, ça va s'exprimer avec un trouble cardiaque et il faudra checker ça. Développer des prises en charge spécifiques. Je vous ai montré le cas de cette dame pour qui on a un variant et on va recommander l'usage d'un autre traitement. Alors, dans les quelques minutes qui me restent, parce que je crois que après je vais me faire taper sur la tête. Ah oui, très bien. On est en train de changer les choses en psychiatrie. Je sais, on vous le dit souvent, etc. Mais là, on a un projet qui s'appelle le PEPR ProPsy. C'est 80 millions d'euros. C'est porté par Marion Leboyer comme directrice scientifique. Ça semble beaucoup. Bon, on sait que ce ne sera pas assez non plus, mais c'est la première fois qu'il y a un tel investissement du gouvernement dans la recherche en psychiatrie, avec l'idée de passer à une psychiatrie de précision. En psychiatrie, on est dans la zone grise, là. Vous avez un trouble psychotique, un antipsychotique. Vous avez une dépression, je vous mets un antidépresseur. Ah, pas de bol, vous avez un trouble bipolaire, je vous ai fait virer l'humeur, je vous mets un thymorégulateur. On n'a que des traitements pour les symptômes. Comme si en médecine, quand on voyait quelqu'un avec de la fièvre, on ne lui mettait que du paracétamol. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on a changé les choses en médecine? Bah, c'est qu'on a compris que derrière la fièvre, des fois, il y avait des virus.
et on mettait un antiviral ou alors on laissait passer. Des fois, on a compris qu'il y avait des bactéries et que les bactéries, ça se traitait avec des antibiotiques. Bon. Et puis des fois, c'est des maladies auto-immunes. Une maladie auto-immune, quand on a de la fièvre, on la traite avec des corticoïdes. Mais si je mets des corticoïdes aux infections bactériennes, j'aggrave les choses. Donc c'est comme ça qu'on a fait des programmes en médecine. C'est en comprenant d'où ça venait, nos symptômes de fièvre. Bah, c'est ce qu'il faut qu'on passe en psychiatrie. Pour l'instant, on a des traitements qui sont purement symptomatiques. On traite la fièvre en psychiatrie, on ne comprend pas ce qu'il y a en dessous. Donc il faut qu'on arrive dans la deuxième phase, on commence à mettre des couleurs. Alors on le fait, hein. Dans l'autisme, ça maintenant c'est fait. Il y a du séquençage, on commence à découvrir les maladies rares, etc. Schizophrénie, c'est un embryon de ça. Trouble bipolaire, c'est quasiment pas fait. Mais c'est à ça qu'on va arriver dans quelques années. Et puis après, bah, on mettra les gens en sous-groupe. On dira, bah, lui, il a une variation comme ça, donc je vais plutôt m'essayer tel traitement. Celui-là, bah, je vais adapter un peu les molécules pour éviter de lui donner des effets secondaires. Celui-là, je ne sais pas trop, il va rester un peu en zone grise pour l'instant, je ne sais pas trop quoi faire. Mais pour eux, on pourra faire quoi? De la pharmacogénétique. Alors, ce n'est pas très développé non plus dans le trouble bipolaire, la pharmacogénétique. Vous allez comprendre pourquoi. C'est parce que le traitement de base du trouble bipolaire, c'est le lithium. Et le lithium, c'est directement filtré par le rein. Donc, on n'a pas tellement les gènes qui permettent de comprendre comment les molécules sont métabolisées. Par contre, sur tous les antipsychotiques, tous les antidépresseurs, on sait comment les molécules passent dans le corps et comment le corps réagit aux molécules. Sur la diapo d'après, vous voyez, on en regarde les cytochromes. Quelqu'un qui est métaboliseur lent, son corps, on va dire que ses enzymes, elles sont un peu paresseuses au niveau du foie. Bah, si je lui donne une dose de médicament, qu'est-ce qui va se passer? Il va accumuler le médicament. Son foie, il ne va pas le dégrader assez vite. Donc, il faut que je réduise les doses de médicaments. À l'inverse, si quelqu'un, son foie, il travaille trop vite à cause de ses variations génétiques, il va dégrader vite les médicaments. Et donc, il faut que je lui donne une dose plus forte. C'est pour ça qu'on n'est pas tous à la même dose. Il y a des gens, ils ont besoin de 1 mg de risperidone, d'autres, ils ont besoin de 6 mg. Parce que le foie, il ne travaille pas de la même façon. Et on connaît les gènes pour ça. Il y a aussi un autre point, ce que je vous ai mis en rouge là. On sait qu'il y a des gens qui vont faire des réactions allergiques. Donc, si je leur donne le médicament, eux, ils ont un risque d'avoir des effets secondaires très importants. Et donc, ce qu'on commence à faire maintenant, c'est un peu un embryon de choses qu'on commence à faire, c'est qu'on a compris ces gènes-là et on fait des catégories. Vert, jaune, rouge. Vert, pas de problème, je donne la molécule comme je devrais le faire. Jaune, attention, je vais adapter les doses. Orange, là, ou rouge, risque très élevé. Par exemple, sur la carbamazépine. En gros, c'est le Tegretol, c'est ces molécules-là, les antiépileptiques. Il y a certains patients, ils vont faire des décollements cutanés vraiment très importants. La lamotrigine aussi, ça peut avoir ça. La lamotrigine, on connaît un peu moins bien les gènes, mais carbamazépine, on connaît. Et donc, si ma patiente tout à l'heure, je n'avais pas checké avant, j'aurais pu peut-être lui induire un effet secondaire très important. Vous voyez, ce patient-là, gros truc rouge, là, carbamazépine, attention, lui, il est très à risque. Donc, il faut checker aussi le risque d'effet secondaire avec les médicaments. Vous voyez la génétique, ce qu'elle va le changer. Alors, j'empiète un tout petit peu. Ah oui, c'est hyper important, je suis obligé de le dire. Je suis obligé de le dire parce que c'est une phrase qui, en plus, vient d'une association de patients qui est, peu importe si c'est une association qui travaille sur la délétion en induction, ça ne me concerne pas directement, mais ils m'ont donné une phrase un jour, ils m'ont dit un diagnostic génétique n'est pas un pronostic. Et c'est exactement ça. On n'est pas du tout en train de dire on va les gens on va avoir un trouble bipolaire. C'est pas comme ça que ça marche. Il y a des facteurs génétiques qu'on trouve, ils sont croisés parfois entre différentes maladies. Et puis il y a des gens, même ils n'ont même pas de maladie avec cette anomalie génétique-là. Ou alors il y en a qui vont avoir un trouble, mais ils vont très bien fonctionner. Puis d'autres avec la même anomalie génétique, on ne sait pas pourquoi, ils vont fonctionner très très mal. Donc, c'est pas parce qu'on a une anomalie génétique qu'on a tout expliqué. Et si vous regardez sur la diapo d'après, vous voyez, on est vraiment sur cette image de trajectoire. On part d'un point, ça c'est notre génome, on ne peut pas le modifier pour l'instant, on ne peut rien faire. Ce n'est pas forcément le projet en psychiatrie. Et puis on essaie de comprendre les trajectoires des gens. Pourquoi celui-là, il a développé une schizophrénie? Pourquoi celui-là, il a développé un trouble bipolaire? Pourquoi celui-là, avec le même patrimoine génétique, bah, il s'en est bien sorti? Je n'ai pas de réponse pour l'instant. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on voit des gens qui ont des anomalies génétiques ou alors qui sont venus avec un trouble bipolaire et on fait des tests pour comprendre si on trouve quelque chose qui explique. Mais je ne peux pas faire de la pronostic avec ça. Et pourquoi? Parce qu'il y a des facteurs environnementaux. Alors désolé, vous n'allez pas très bien voir, mais le premier truc, c'est les infections. Les gens parlent beaucoup de ça. Vous voyez qu'en fait, le risque, il est... donc les bipolaires, c'est barre rouge et schizophrénie, c'est barre bleue. Il ne faut pas que ça contienne 1, parce que si ça contient 1, c'est qu'il n'y a pas de risque. Vous voyez qu'en fait, les infections, c'est vrai que ça peut augmenter, les infections au moment de la naissance, c'est vrai que ça peut augmenter un peu le trouble bipolaire.
que quand il y a des infections qui touchent le système nerveux central, encéphalite, etc. Deuxième chose, ce qu'ils appellent les ACE dans l'étude, c'est Adverse Childhood Experience, c'est des traumatismes dans l'enfance. Ça, c'est vrai que ça augmente le trouble bipolaire. Vous voyez, notamment, plus vous avez de traumatismes, plus votre risque de développer un trouble bipolaire, il est là. D'accord. Mais regardez en bas, ce qu'on appelle le IRR, c'est la taille d'effet. C'est vraiment important parce que ça peut être statistiquement significatif, mais que ça change quasiment rien. Regardez d'ailleurs, les infections, ça change quasiment rien. C'est pas loin de 1. Le risque, là, il commence à devenir un peu plus important. Il est autour de 3-4. Donc x3, x4 quand vous avez un traumatisme dans l'enfance. Mais juste sur l'imagerie d'après, ça, c'est le risque lié au toxique. Vous voyez qu'on n'est plus du tout dans le même effet là. On est autour de 10. Quand on consomme des toxiques, ça augmente énormément le trouble bipolaire, le risque de trouble bipolaire. Et ça, c'est le plus évitable. Je veux dire, les traumatismes dans l'enfance, on aimerait bien que ce soit évitable, mais des fois, on arrive trop tard. Les infections qui touchent le cerveau, bah, il ne peut pas grand-chose. On aimerait bien essayer de les éviter, mais on ne peut pas toujours. La génétique, on ne va pas l'empêcher. Ce qu'on peut empêcher, c'est ça. C'est les toxiques. Donc le message, il est aussi que l'environnement, il joue un rôle là-dessus, dans la trajectoire. Donc ça, c'est hyper important de le savoir. Et je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Ah oui, juste pour vous dire un petit mot, mais je ne parlerai pas plus de ça, qu'il y a beaucoup de choses sur l'épigénétique aussi. C'est pas parce qu'on a les lettres de l'ADN que forcément elles vont s'exprimer. Et donc l'environnement, il vient moduler l'expression des gènes. Comme si finalement, mon ADN, c'était ma partition de piano, mais si moi je joue du piano, ce ne sera pas aussi beau que si Chopin jouait du piano. Pourquoi? Parce qu'il appuie mieux sur les touches que moi. Bah, c'est exactement ça avec l'épigénétique. La partition, elle ne va pas changer, mais juste qu'on va mettre en musique les choses de manière un peu différente. Alors sur la dernière diapo, je vous ai mis deux choses. Je vous ai mis la photo de l'équipe pour vous montrer qu'on est sympa. Et il ne faut pas hésiter à venir nous voir. Et je vous ai mis l'adresse mail crmrpsy@ghu-paris.fr parce que je sais que vous allez avoir des questions, vous allez avoir des gens dans votre famille, ça va avoir évoqué des situations. Il n'y a aucun problème pour qu'on vous voit en consultation. Ce ne sera pas forcément moi parce que mes consultations elles sont un peu plus espacées maintenant, mais il y a plein de collègues hyper sympas qui peuvent vous voir pour, y compris faire des tests génétiques. Et je me suis permis de faire un tout petit peu de pub pour mon bouquin. Alors, je sais que c'est pas sur le trouble bipolaire, sur la schizophrénie, mais c'est la même histoire. Et comme la schizophrénie est un peu plus avancée, on a plus de résultats. Et dans le bouquin qui est sorti il y a 1 an, je disais, vous verrez que après la schizophrénie, ce sera le trouble bipolaire. Et finalement, quelques mois après, les tests génétiques arrivaient en France pour le trouble bipolaire. Donc, on est en train d'ouvrir la voie et on va avancer ensemble. Alors, Monsieur Chaumette, il y a une question en webinaire. Émilie, s'il te plaît. Oui, une Oui, oui. question sur le webinaire, alors, qui concerne beaucoup de monde, je pense. Il y a un spectateur qui nous demande, bonjour, si ma sœur et mon père sont bipolaires, est-ce que le risque s'additionne? Théoriquement, oui, mais je n'ai pas de statistiques pour le prouver. Mais théoriquement, oui. Sauf si le père et la sœur ont une anomalie génétique qui se sont transmises, que le père a transmis à la fille, et que la personne, lui, n'est pas porteur de ça. Je ne sais pas ça. Parce que peut-être que la génétique, elle peut aussi servir à rassurer les gens, en disant je sais ce qui se passe dans la famille, et donc peut-être que pour vous, le risque, finalement, il n'est pas différent de celui de la population générale, parce que vous êtes exclu de ce risque-là. Ce n'est pas la majorité des cas, hein, les maladies rares. Mais si je ne sais pas où je mets les pieds dans la famille, ben, je peux juste rester sur des généralités, en fait. Est-ce qu'il y a une question dans la salle pour une ou deux parce que le temps passe? Voilà, sur votre droite là-bas, il y a une dame qui a la main levée. Bonjour. Euh, Vous avez parlé tout à l'heure de troubles bipolaires à partir de 11-12 ans. C'est vrai que quand on parle avec d'autres patients, beaucoup évoquent des symptômes depuis l'enfance, donc même avant. Pourquoi il n'y a pas encore beaucoup de diagnostics et d'études qui sont faites sur les enfants? Je demande ça parce que mon fils a eu un diagnostic assez tardif de TDAH avec des grosses crises, des troubles d'humeur et de comportement. Et j'ai toujours eu un non par rapport à d'envisager ce diagnostic. Il a quel âge, votre fils? Il a 10 ans et c'est difficile depuis longtemps et les grosses crises, c'était 7-8 ans. Oui.
comme les facteurs génétiques sont assez communs entre bipolarité, enfin, troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité, etc., chez l'enfant, des fois, ça prend d'autres formes. Je ne dis pas que votre fils a un trouble bipolaire, je dis juste que c'est un signe qui doit faire vraiment surveiller ce qui va se passer un peu plus tard. Donc, même s'il n'est pas dans les critères diagnostiques tout de suite pour avoir un trouble bipolaire, et qu'il faut le traiter comme quelqu'un qui a un TDAH, il faut vraiment surveiller les choses. Et que plus, ça ne veut pas dire qu'il faut s'affoler à chaque fois qu'il y a quelque chose en disant ah ça y est c'est le trouble bipolaire qui démarre, peut-être que ça va bien se passer et bien évoluer. Mais il faut vraiment prendre ça comme quelque chose qui doit faire en sorte qu'on surveille un peu les choses de manière attentive et que si on voit des symptômes qui apparaissent un peu plus tard, on n'hésite pas à parler de trouble bipolaire. Voici une question du président Guillot. Ah. Oui, je voulais savoir ce que vous n'avez pas parlé jusqu'à présent, mais est-ce que l'intelligence artificielle va accélérer le Ouais. développement de la recherche, et notamment de trouver ces gènes, non? Parce que je me souviens, il n'y a pas si longtemps, je ne vais pas la nommer, mais une chercheure de renommée me disait que ça allait être très compliqué pour trouver les gènes de la bipolarité. Mais du coup, ça On en a pourrait plein être possible. Hein. On en a plein. Ouais. Pour l'instant, on l'a pas tellement intégré, sauf dans des cas où en fait on utilise certaines techniques d'intelligence artificielle pour nous aider à trier dans les variants génétiques qu'on identifie. Parce que imaginez 6 milliards de lettres, ça veut dire que il faut les regarder. Alors toutes celles qui varient un peu, il faut les regarder pour savoir si c'est dans un gène qu'on connaît, qui peut éventuellement être exprimé dans le cerveau, etc. Donc là, on utilise des techniques d'intelligence artificielle pour nous aider à trier les variants. Par contre, je ne crois pas qu'on va mettre tout dans une boîte, toutes les données comme ça, clinique, imagerie, etc., et puis demander à l'intelligence artificielle de sortir un diagnostic. Ça, j'y crois pas du tout. Par contre, que ça nous aide dans un tri, oui. Pourquoi? Parce que si vous êtes dans une intelligence artificielle boîte noire, que vous mettez des choses dans une boîte noire, et puis que ça vous donne un résultat, comment vous justifiez que vous avez trouvé quelque chose? Vous dites, bah, monsieur, vous êtes bipolaire. Bah, j'ai aucun symptôme. Oui, mais la machine a dit que vous étiez bipolaire. Bah, ça n'a aucun sens. Je traite des choses que je vois, des choses sur lesquelles je veux aider le patient, pas des choses qui sortent d'une machine. Donc ça, c'est très important d'avoir en tête que on ne remplacera pas la psychiatrie et la décision par une boîte noire. Ça, je crois, enfin, vraiment, je ne crois pas. Monsieur Chaumette, merci beaucoup. Merci à vous.